Un jour en réunion, il y a quelqu'un qui m'a demandé les différences entre les différents types de bases de données, et comme je savais pas, je me suis un petit peu tapé la honte. Alors j'ai étudié minutieusement les 7 types de bases de données qui existent pour pouvoir comprendre exactement comment ils fonctionnent et comment les utiliser pour que ça t'arrive jamais. Donc le premier à absolument connaître, c'est évidemment les bases de données relationnelles, les bases de données qu'on appelle aussi SQL pour Structured Query Language. Et c'est un type de base de données qui est parfait pour les données qu'on appelle tabulaires, c'est-à-dire les données qu'on peut ranger dans des cases. Les types de bases de données SQL les plus populaires, c'est par exemple Postgre, MariaDB, MySQL, Oracle, SQL Server. Et donc là, par exemple, j'ai une table avec ma liste de clients, et donc chaque ligne que je vais avoir dans ma table, ça va correspondre à un nouveau client. Et dans chaque ligne, on a toutes les informations qui concernent un client. Donc ça veut dire que sous le capot, quand je demande à ma base de données, donne-moi l'utilisateur qui a l'ID numéro 1, bah ma base, elle peut directement aller à l'endroit 1, directement récupérer toutes les informations d'un coup sur mon client. Et la plupart du temps, si je vais avoir besoin des infos d'un client, bah, je vais avoir besoin de son nom, de son adresse email, de son numéro de téléphone, de son adresse, etc. Donc ma base de données peut trouver rapidement l'information que j'ai besoin, et toute l'information dont j'ai besoin est physiquement au même endroit dans la base de données. Un autre avantage des bases de données relationnelles, c'est que bah, elles ont des relations, justement, comme son nom l'indique. Donc là, par exemple, j'ai mes consommateurs qui sont dans ma table ici, mais je peux aussi avoir une table des commandes. Et donc à chaque fois que j'ai une nouvelle commande, je peux l'ajouter dans ma table ici. Et donc je peux facilement aussi dans mon application récupérer les informations de telle ou telle commande. Et imaginons par exemple que je récupère ma commande ici numéro 1001. Si je veux savoir à qui appartient ma commande ici numéro 1001, j'ai mon ID de mon consommateur ici, l'ID numéro 3. Et donc je peux directement savoir que mon consommateur, c'est le consommateur numéro 3 ici. Donc je peux le retrouver très rapidement parce que j'ai une relation entre mes commandes et mes consommateurs. Et donc ça m'évite d'avoir une duplication de données où ici, imaginons que je voudrais mes informations de consommateur, et ben il aurait fallu que je rajoute des tables, nom, prénom, adresse, blablabla, alors que c'est déjà dans ma base de données ici. Donc en fait, j'ai pas besoin de dupliquer les données, je peux juste avoir l'ID qui pointe vers le bon consommateur directement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire l'inverse. Maintenant, imaginons que je vais récupérer toutes les commandes de mon utilisateur numéro 1, mon fameux John. Et bah, qu'il faudrait que ma base de données fasse sous le capot, c'est passer à travers chacun des éléments de ma base de données ici, et aller vérifier si le Customer ID, il est numéro 1. Si c'est le cas, bah cette ligne, je la mets de côté, et je continue. Est-ce que si c'est numéro 1, non. Est-ce que là, c'est numéro 1, non. Non, non, non. C'est-à-dire que je suis obligé de passer à travers toutes les données qu'il y a dans mon disque dur, toutes les lignes qu'il y a dans ma base de données, et qu'ensuite, j'aille vérifier la colonne Customer ID, pour voir si ça correspond bien au chiffre 1. Et quand ça correspond au chiffre 1, et bah, je le récupère, et à la fin seulement, et bah, je pourrais donner la liste des commandes qu'a fait mon consommateur. Donc là, on voit que c'est pas ouf en termes de performance. Si je veux fréquemment récupérer la liste des commandes de mes utilisateurs, je vais devoir fréquemment passer à travers toute ma liste de toute ma base de données. Et si j'en ai 10 millions, ça va être super long. Donc, une astuce qu'on peut faire, c'est utiliser des index. Et des index, c'est une espèce de table secondaire qu'on a ici, où à chaque fois qu'on va créer une nouvelle commande, on va l'indexer en fonction de son Customer ID. Si j'ai une nouvelle commande pour John, qui a le Customer ID 1, et ben je viens l'ajouter dans ma liste ici des commandes de Customer ID 1. Ce qui fait que quand maintenant je viens faire une requête à ma base de données pour lui dire donne-moi toutes les commandes de l'user ID numéro 1, et ben j'ai déjà toute la liste des ID, des numéros de commande. Donc je peux directement aller chercher le 1003, le 1012, et le 1023 qui est un peu plus bas ici. Et là, j'ai directement mes données, j'ai pas eu besoin de passer à travers toutes mes données pour savoir si c'était le bon ID ou pas. Donc là, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus optimisé. En plus de ça, on a un système de transactions dans les bases de données relationnelles qui fait que si on a besoin de faire plusieurs requêtes en même temps, et ben si parmi les requêtes que je fais, il y en a une qui fait pas de sens, ben on peut revenir en arrière de toutes les requêtes qui ont été faites sans que ça affecte, que ça corrompe mes datas. Et comme les relations sont fortes, je peux pas, par exemple, avoir une commande qui a une relation avec un consommateur qui n'existe pas. Ça va me retourner une erreur. Et donc comme mes règles vont être très strictes, ça va être très difficile de corrompre ma base de données, d'ajouter des données qui font pas de sens, qui sont bizarres. Donc les bases de données SQL, les bases de données relationnelles, c'est un des meilleurs choix pour tout ce qui est données tabulaires, où on a besoin d'avoir un nom, un prénom, une adresse email, un numéro de téléphone, etc., qui concernent une même entité. C'est aussi très bien pour les fois où on a besoin de transactions, où on a besoin de faire plein de requêtes différentes et être sûr que toutes ces requêtes fassent du sens à la fin avant de vraiment les faire en vrai dans la base de données. Et donc c'est pour ça que c'est un des meilleurs choix quand on fait n'importe quoi qui touche à l'argent. Un autre gros désavantage des bases de données SQL, c'est qu'on peut très difficilement les scaler horizontalement, c'est-à-dire distribuer mes données sur différents serveurs. Parce que comme il y a une relation très forte entre toutes mes données, et ben je peux difficilement découper mes données pour mettre un morceau sur un serveur, un autre morceau sur un autre serveur, etc., etc. Et donc même s'il y a quelques techniques pour le faire, souvent je vais devoir garder toutes mes données sur le même serveur, et si j'ai vraiment beaucoup de trafic, beaucoup de demandes sur ma base de données, ça va être très difficile de répondre à la demande avec juste une seule machine. Mais maintenant, si mon application, c'est pas un truc financier,
que je veux faire par exemple des statistiques. Bah, dans ce cas-là, on fait souvent des agrégations. On veut savoir une moyenne par exemple, ou une somme. Et dans notre cas ici, si on veut faire par exemple la somme de toutes nos commandes, et ben ça veut dire qu'il faut qu'on passe à travers toutes les lignes de toute ma base de données pour pouvoir à la fin faire la somme. Donc si je fais ça une fois par mois, c'est pas très grave, mais si j'ai besoin de faire ça souvent, bah une base de données SQL, ça va être un peu pourri. Et donc dans ce cas-là, un meilleur choix, c'est probablement d'utiliser des bases de données en colonnes, columnar en anglais, ou parfois on appelle ça wide column. Et donc c'est une base de données, comme son nom l'indique, où au lieu d'avoir beaucoup de lignes, beaucoup de rows, et ben on va avoir beaucoup de colonnes. En fait, on a retourné à 90 degrés un peu notre base de données. Donc des exemples de bases de données columnar, ça sera Cassandra, HBase, BigQuery ou Redshift de Amazon par exemple. Donc si on prend un autre exemple ici, là par exemple je vais faire des analytics sur mon site web, les gens ils viennent sur mon site, ils vont sur différentes pages, ils restent un certain type de temps et je vais pouvoir faire des statistiques sur quelles sont les pages les plus visitées et quelles sont les pages sur lesquelles les gens restent le plus longtemps, des choses comme ça. Et bien ici je vais avoir le nom des pages qu'on a visitées, je vais avoir mes utilisateurs et combien de temps ils sont restés, etc. etc. Donc là, c'est une table comme on a vu avant, où on a nos champs, nos colonnes, etc. Donc ça ressemble beaucoup à une base de données SQL. Mais sous le capot, ma base de données, elle va enregistrer 5 lignes, et chacune des lignes correspond à une des colonnes qu'on a ici. Et chaque colonne, bah, ça va être une interaction. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va sur mon site, je rajoute une nouvelle colonne et ça va rajouter s'il a été sur la home page, c'est quoi son user ID, combien de temps il est resté, de quel pays il vient, etc. Et donc, imaginons que je veux savoir en moyenne combien de temps les gens restent sur mon site pour pouvoir optimiser. Pour savoir ça dans une base de données traditionnelle, il faudrait que j'aille récupérer toutes les lignes de toute ma base de données et qu'ensuite je filtre. Donc j'enlève tous les champs qui ne sont pas nécessaires pour récupérer seulement les champs session duration. Et une fois que j'ai tous ces champs-là, je peux faire ma moyenne et ça va me donner mon résultat. Donc c'est vraiment super lent le fait de passer à travers toutes nos données parce que si j'ai 1 Tera de données dans ma base de données, il faut que je fasse passer 1 Tera de données dans mon disque dur, dans mon processeur pour pouvoir regarder et pour pouvoir avoir mon résultat qui à la fin va être juste un chiffre. Donc c'est extrêmement inefficace. Alors que si ma base de données est enregistrée en colonne ici, si je fais ma moyenne de visite, je vais demander juste la ligne duration, et duration, ça va contenir directement toutes les durations que toutes les personnes qui ont été sur mon site ont jamais utilisées. Ce qui fait que tout le reste ici, je vais jamais devoir aller le lire, je vais jamais avoir besoin d'aller chercher ça sur mon disque dur, j'ai directement toutes les données dont j'ai besoin directement au même endroit. Donc c'est beaucoup plus efficace parce que là j'ai 1/5 des données à lire. Et si j'avais encore plus de colonnes, j'aurais encore moins d'informations à devoir aller lire dans ma base de données. En plus de ça, il y a plein de petites optimisations qu'on peut faire, comme par exemple, là on voit qu'il y a 4 personnes qui sont venues d'Allemagne directement. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est stocker une seule fois la valeur Allemagne ici. Au lieu de la stocker 4 fois physiquement dans mon disque dur, je peux le stocker juste une fois et dire que c'est valide pour les 4 prochaines colonnes. Là pareil ici, on voit que tout ça c'est exactement la même date, donc je pourrais compresser aussi. Donc il y a plein d'optimisations qui peuvent faire que non seulement on va chercher beaucoup moins de données, mais en plus on a beaucoup moins de données à récupérer. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'avec une base de données SQL. Un autre avantage des bases de données columnar, c'est qu'on peut très facilement séparer nos données. On peut dire que les 50 premières colonnes, on les met sur le premier serveur, les 50 suivantes, on les met sur le deuxième, etc. etc. Et ensuite, si on veut faire des agrégations, chaque serveur fait l'agrégation des données qu'ils ont, et ensuite on refait une deuxième agrégation derrière. Donc on a une toute petite perte d'efficacité parce qu'on a 2 étapes au lieu d'une, mais on peut avoir le nombre de serveurs qu'on veut, donc on peut multiplier par 100 si on veut le nombre de requêtes qu'on doit faire dans notre base de données, donc on peut facilement scaler. Évidemment, si on reprend notre exemple d'avant et qu'on le mettrait dans cette base de données, ça serait beaucoup moins efficace. Donc là, déjà, on comprend qu'il n'y a pas une base de données qui est meilleure que toutes les autres, ça dépend de ce qu'on veut faire. Maintenant, imaginons que je veux gérer des données un peu classiques, tabulaires, que c'est pas forcément des données ultra sensibles de financières, etc., mais que j'ai quand même besoin de scaler, d'avoir beaucoup de serveurs parce que j'ai beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de requêtes à faire. Donc dans ces bases de données-là, on va stocker nos informations, mais pas complètement sous forme séparée de colonnes, mais plutôt sous forme de documents, d'objets JSON. Donc par exemple, ça serait des bases de données comme MongoDB, Couchbase, DocumentDB, CouchDB, je sais pas ce qu'ils ont avec les Couch. Donc là par exemple, on retrouve mon fameux John, toutes mes commandes elles vont directement être ici, mais sous forme de documents, sous forme d'objets, et cet objet, il peut être représenté en JSON ici, où là on a notre commande, et notre commande c'est un tableau qui contient 2 objets. Le premier objet c'est une commande qui a l'ID 1 et le total c'était 1200, et on a ma deuxième commande qui est l'ID 2 et le total c'est 80. Donc là c'est un petit exemple, mais je peux avoir vraiment autant d'objets de tableau dans un objet
que ce que je veux. Et donc l'avantage, c'est que je vais être beaucoup plus flexible dans mon schéma de base de données. Je suis pas obligé d'avoir exactement tel type de colonne, exactement le même type d'information pour tous mes utilisateurs, pour tous mes éléments dans ma base de données. Je peux vraiment faire ce que je veux. C'est la fête. Donc, évidemment, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. L'avantage, c'est que si je suis au début du développement de mon application et que je ne sais pas exactement encore comment je vais m'organiser, peut-être que j'ai des commandes où je facture à l'unité, après j'ai d'autres types de commandes où je facture au kilo, ou peut-être que parfois j'ai besoin d'une adresse de livraison, mais peut-être parfois non. Donc ça me laisse beaucoup de flexibilité en tant que développeur sur comment est-ce que j'organise mes données dans ma base de données. Et en plus de ça, là je peux être quand même un petit peu plus efficace que dans une base de données SQL, parce que si je vais souvent récupérer la liste de commandes de mes clients, et ma liste de commandes, elle est déjà dans ma ligne ici. Donc le simple fait de récupérer mon consommateur numéro 1, il vient directement avec son nom, son adresse email et la liste de toutes les commandes qu'il a faites. Donc si c'est ce que j'ai besoin la plupart du temps, ça va être très efficace, donc parce que j'ai même pas besoin d'aller faire une requête séparée pour aller récupérer la liste de ces commandes. Un autre avantage, c'est comme j'ai aucune relation entre mes différents documents, mes différentes lignes, et je peux facilement distribuer mes données entre différents serveurs et donc scaler horizontalement, avoir plein de serveurs pour pouvoir répondre à plein de requêtes et donc avoir plein d'utilisateurs. Le petit inconvénient, c'est que justement le fait de ne pas avoir ces relations et ces schémas de base de données très stricts, ça fait que je peux faire n'importe quoi et donc je peux faire de la merde. Et donc, quand mon application commence à devenir compliquée, à avoir beaucoup de développeurs, etc., il peut y avoir un petit bug dans mon appli qui va enregistrer des mauvaises données. Et ma base de données, elle, c'est pas son problème. Et si je m'en rends pas compte tout de suite, ça peut empirer jusqu'à ce que ma base de données soit complètement corrompue et que mes données fassent plus aucun sens. Un petit exemple ici, c'est que là, Daniel Kim, il a une commande, et l'ID de cette commande c'est 35, mais j'ai aussi Alexander ici, qui a aussi une commande qui est 35, que pour le coup est le même prix. Mais on voit déjà que ça fait pas de sens, que je peux pas avoir deux clients qui ont la même commande. Pourtant, pour la base de données, il n'y a pas vraiment d'inconsistance, parce que pour elle, il n'y a pas de relation entre les uns et les autres, alors que si j'étais dans une base de données relationnelle, ça aurait été impossible. Parce que dans ma base de données SQL, j'aurais été dans une table séparée, et ma commande numéro 17, elle peut avoir un seul Customer ID. Et ce Customer ID là, il doit forcément exister dans ma table de consommateur. Donc on revient à un des points forts de SQL, qui est effectivement un des points faibles d'une base de données de type document où il n'y a aucune vérification. On fait ce qu'on veut, c'est bien, mais c'est pas bien aussi. Et donc on comprend mieux pourquoi, si on doit gérer quelque chose qui touche à l'argent, on va plus souvent utiliser une base de données SQL qu'une base de données de type document, parce que s'il y a une erreur dans notre code quelque part, on va mettre du temps avant de s'en rendre compte et ça peut être difficile à corriger après. Donc ok, avec les bases de données type document, c'est cool, je peux scaler, je peux faire ce que je veux, donc je vais toujours avoir une certaine latence. Donc comment est-ce que je peux faire si je veux récupérer mes datas le plus vite possible? Donc c'est là où on va avoir besoin d'un nouveau type de base de données, les bases de données de type clé-valeur, qui, comme leur nom l'indique, stockent juste les clés et les valeurs. Donc les plus populaires de ce type-là, c'est Redis ou Memcache. Et pourquoi ces bases de données sont encore plus rapides que les autres? C'est parce que très souvent, les bases de données clé-valeur, elles vont tout enregistrer en RAM. Et l'avantage, c'est que la RAM, c'est des milliers de fois plus rapide que les disques durs. L'inconvénient, c'est que c'est aussi beaucoup plus cher, donc on en a beaucoup moins. Donc ça se présente de façon très similaire aux bases de données de type document, où on va avoir une clé, qui va être ce qu'on veut, on choisit, et on va avoir une valeur, qui va être soit une valeur, ça peut être une chaîne de caractères, ou si on veut stocker un petit peu plus de données, on peut avoir carrément un document, comme dans une base de données de type document. Et donc ça se présente de cette manière, où on a notre clé, qui est cette valeur-là si on la déplie. Et donc comme on peut stocker beaucoup moins de données là-dessus, souvent on va pas vraiment l'utiliser comme source de vérité, de vraie base de données, on va plus l'utiliser comme cache devant notre base de données. Donc ce qu'on va mettre dedans, c'est les informations peut-être les plus récentes, ou les plus souvent accédées, ou les plus importantes. Donc ça va être un petit morceau de ce qu'on a dans notre vraie grosse base de données, mais ça nous permet d'accéder à ces données-là vraiment beaucoup plus rapidement que si on devait demander à notre base de données. L'autre cas d'usage qu'on a avec ces types de bases de données, c'est des systèmes de queue. Imaginons que j'ai un back-end, ici par exemple, un site web ou une API ou quelque chose comme ça, et que j'ai un utilisateur, et que j'ai ma base de données ici. Si mon utilisateur, il fait une requête à mon back-end, et que mon back-end, lui, il a besoin de faire des trucs, traiter ma demande, ensuite il a besoin d'envoyer la requête à la base de données, ensuite il doit attendre que la base de données lui réponde, et seulement à ce moment-là, il peut répondre à l'utilisateur. Et donc, si à n'importe quel moment, dans toute cette chaîne-là, il y a quelque chose qui est lent, et mon utilisateur, lui, il est là en train d'attendre. Ça, c'est une horloge pour comprendre qu'il attend. Donc ça fait que s'il y a quelque chose qui est lent à faire, à traiter, que ma base de données est lente, ou que le traitement que je dois faire ici, il est lent, l'expérience d'utilisateur, c'est que il a sa barre de chargement qui tourne. Donc, c'est pas top. Pour régler ce problème, ce qu'on peut faire, c'est
avoir toujours notre système de backend ici, avoir notre base de données de l'autre côté ici, et donc quand notre client ici, il vient faire une requête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer ici dans une queue, donc une file d'attente, on va ajouter. Et donc on peut directement répondre à l'utilisateur, sa page elle peut arrêter de charger, et puis on peut faire une meilleure interface qui va permettre de potentiellement rafraîchir l'état d'avancement de sa requête. Et donc maintenant, je peux avoir un autre système ici, qui fait ce qu'il a besoin avec la base de données, etc. Et une fois qu'il a besoin, il peut remettre la demande dans la queue en la marquant comme complétée. Et à ce moment-là, notre backend ou notre front-end ici, il peut répondre à l'utilisateur que sa demande elle est réglée. Donc c'est une bien meilleure expérience pour l'utilisateur. Il a son navigateur ou son logiciel qui est bien plus réactif. Et derrière le rideau, ça nous laisse un petit peu plus de temps pour pouvoir tranquillement traiter sa requête quand il y a besoin. Et même si j'ai un pic d'utilisateurs qui viennent et que j'ai beaucoup de demandes qui viennent d'un coup, je peux les traiter à mon rythme tranquillement sans que ça impacte vraiment mes utilisateurs. Et donc tout ce système de file d'attente, il utiliserait une base de données de type clé-value en mémoire pour être le plus rapide possible. Donc tout ça c'est pour stocker des bases de données classiques qui ressemblent toujours un peu à des données tabulaires. Mais comment est-ce que je veux faire si je veux stocker d'autres types de données? Donc ça peut aussi bien être un système de monitoring qui vérifie la consommation de CPU, l'utilisation de disques durs, ou ça peut être n'importe quoi d'autre, comme un système qui vérifie la température de quelque chose à intervalles réguliers. Donc ce qui est le plus optimisé pour ce type de données-là, c'est les bases de données de type Time Series. Parfois on appelle ça TSDB pour Time Series Database. Les exemples les plus connus, c'est par exemple le Prometheus, ou aussi Graphite ou InfluxDB, qui sont peut-être un petit peu plus vieux. Dans ce type de système-là, ce qu'on veut faire, c'est à chaque fois qu'on a une nouvelle valeur enregistrée, on veut stocker le temps, et on veut stocker la valeur. Donc ça qu'on a une Time Series, parce que c'est une série de valeurs qui évoluent dans le temps. Donc ça c'est quand on les stocke, et quand on veut les récupérer, la plupart du temps, on veut les afficher sous forme d'un graphique. Et donc pour pouvoir faire ce graphique ici, j'ai besoin de chacune des valeurs qui sont dans la base de données dans l'ordre pour pouvoir afficher ma droite. Donc là, on pourrait utiliser une base de données SQL pour faire ça, mais le problème c'est que pour afficher cette droite-là où il y a peut-être 30 points, il faudrait que je récupère toutes les lignes qu'il y a dans ma base de données et que pour chacune des lignes, je regarde, ok, est-ce que le temps ici correspond à l'intervalle qu'on a demandé ici, donc qui est entre 8h et 13h. Si oui, ok, je le prends. Pareil pour le deuxième, est-ce que ça correspond à l'intervalle? Oui, non. Est-ce que ça correspond à l'intervalle? Oui, non, oui, non, oui, non. Et donc je passerai à travers toutes mes données, de toute ma base de données. Et donc si j'ai 5 Tera de données, je dois passer à travers 5 Tera de données juste pour afficher un graphique ici. Donc, encore une fois, c'est pas méga efficace. Avec une TSDB, mes données, elles vont être enregistrées par leur nom. Donc là, par exemple, je les appelle sensor 1, sensor 2. Et comme c'est une base de données, on va jamais modifier des choses, parce qu'une fois qu'on a mesuré la valeur, on va jamais venir la modifier. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est toujours ajouter une nouvelle valeur qui est plus loin dans le temps que la valeur précédente. Donc on fait que ajouter, et on fait jamais de modification. Donc ça veut dire que il y a plein de petites optimisations qu'on peut faire. Par exemple, le fait de stocker toutes ces valeurs-là au même endroit dans la base de données, physiquement sur le disque dur, ils sont au même endroit, donc ce qui fait que quand j'ai besoin de les récupérer, c'est beaucoup plus rapide. Alors qu'une base de données classique, on ne peut pas assumer que ces données-là vont ensemble. Une autre optimisation qu'on peut faire, au lieu de stocker directement les valeurs ici, c'est une valeur qui prend 4 chiffres d'espace, parce qu'on a une précision de 4 chiffres, donc 2, 1, 3, 4, c'est 4 chiffres. Donc ça prend, si tu veux, 4 espaces mémoire. Ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu de stocker cette valeur-là, on pourrait stocker juste la différence entre cette valeur-là et la valeur précédente. Et comme c'est des valeurs qui évoluent dans le temps, elles vont souvent être proches des valeurs précédentes, et même aussi souvent être exactement égales à la valeur précédente, parce que si la température ne change pas, ma valeur ne change pas. Ce qui fait qu'il y a plein d'endroits dans mes données où là, ici, j'ai changé juste de 0.0,5. Là, ici, j'ai changé juste de 0.0,2. Donc, ce qui fait que dans ma base de données ici, je pourrais stocker juste un seul chiffre. Pareil ici, juste un seul chiffre au lieu de 4. Donc, je multiplie par 4. Donc, c'est-à-dire que ma compression, c'est presque x4. Là, j'arrive ici où, là, en fait, j'étais à 21,41. Et là, 15 minutes plus tard, j'étais aussi à 21,41. Et donc, je peux ne stocker rien, ou juste un seul bit pour dire que c'est la même chose qu'avant. Donc pareil, j'ai une énorme compression, parce que là, j'ai besoin juste d'un seul bit pour stocker ça, alors que pour stocker 21,41, je sais pas c'est combien, mais j'aurais peut-être besoin de 16 bits pour stocker ça. Donc ce serait une compression de x16 pour cette ligne-là. C'est ça qu'il y a plein d'opportunités ici de pouvoir compresser. Donc ça, c'est un exemple de température, par exemple, mais imaginons que je monitore le nombre d'espaces disques qui reste sur mon disque dur. Le chiffre que je dois stocker, c'est peut-être 2000 milliards, et la plupart du temps, il ne change pas, parce que si j'ai pas d'écriture sur mon disque, je vais toujours avoir le même chiffre d'espace libre. Ce qui fait que tant que mon espace disque ne change pas, je stocke
presque zéro données, juste un seul bit à chaque nouvelle ligne dans ma base de données. Alors que si je faisais ça dans une base de données SQL, il faudrait que je stocke à chaque fois le même nombre, ou alors, même s'il change un tout petit peu, il faut que je restocke tout ce méga chiffre qui est super long et qui prend beaucoup d'espace. Donc ça veut dire qu'on a une très grosse compression des données, et donc non seulement ça prend moins d'espace sur le disque, dans nos machines, mais en plus de ça, quand on fait une requête pour pouvoir récupérer les données qu'on a besoin, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on a physiquement moins de données à devoir lire et à devoir traiter. De la même manière, on peut aussi facilement sharder nos données, c'est-à-dire distribuer nos données, où on pourrait dire que ici, si j'ai 4 serveurs, ça va être sur le serveur 1, ça sur le 2, ça sur le 3, ça sur le 4, et ça pareil pour ici, 1, 2, 3, 4, et donc mes données sont distribuées sur mes 4 serveurs, et donc quand je fais ma requête aux 4 serveurs et les 4 me retournent les données qu'ils ont. Et ensuite, moi, je les mets ensemble dans mon graphe ici, et donc je peux afficher mon graphique. Mais chacune des 4 machines a 4 fois moins de travail à faire, parce qu'elles ont 4 fois moins de données, et donc c'est ça qui me permet de scaler, d'ajouter autant de machines que ce que je veux, et donc de pouvoir faire autant de requêtes, et d'ajouter autant de données à ma base de données que j'ai besoin. Et une dernière chose qu'on peut faire aussi, c'est que si on veut avoir une idée de l'évolution de ma température dans le temps, sans avoir une très grosse précision, on peut dire que pour les dernières 24 heures, on va stocker les données vraiment toutes les 15 minutes pour avoir vraiment une courbe très fluide. Mais pour les données qui sont un peu plus vieilles, j'ai pas besoin d'avoir une précision à 15 minutes près. Peut-être que si j'ai une précision à 1 heure près, ça suffit largement. Et donc je pourrais agréger et donc passer à travers mes vieilles données et dire que entre 8h et 9h, la moyenne c'était peut-être 21,4. Et donc je vais stocker juste ce chiffre-là, je vais effacer ces valeurs-là, et donc j'ai compressé mes données, j'ai perdu un petit peu de précision, mais en fonction de ce que j'ai besoin de faire, pour le coup là, faire des graphiques, peut-être que ça me convient. Donc les TSDB, c'est très bien pour tout ce qui est où on a besoin de faire des graphiques, où on a besoin de suivre une valeur qui change dans le temps, donc pour tout ce qui est monitoring, mais aussi pour tout ce qui est valeur financière. Par exemple, si je veux stocker l'évolution du prix d'une action dans le temps, je vais utiliser des TSDB par exemple. Et donc forcément, c'est mauvais pour tout le reste, donc tout ce qui est transactionnel, tabulaire, relationnel, tout ça, ça n'existe pas dans une TSDB. Maintenant, si j'ai un autre type de données, qui n'est pas vraiment en fait les données en elles-mêmes, mais que j'aimerais pouvoir traiter les relations entre différentes entités. Et pour ce use case qui est assez spécifique, on peut utiliser les bases de données de type graph, qui vont pouvoir stocker ce qu'on appelle des nœuds. Donc on va pouvoir enregistrer et découvrir des nouvelles relations entre les différents nœuds que j'ai dans la base de données. Donc pour ça, la base de données la plus populaire, elle s'appelle Neo4j, elle a été faite par Facebook. On a aussi Neptune de Amazon, ou même ArangoDB. Les bases de données de graph, elles ont été un petit peu popularisées par Facebook avec Neo4j, et on comprend bien pourquoi ça les arrangeait de créer un type de base de données comme ça. Mais c'est aussi utilisé dans la détection de fraude, et ça peut aussi être utilisé en tant qu'engin de recommandation. Par exemple, si on est sur Amazon et qu'on achète un produit, Amazon peut facilement savoir, parmi toutes les personnes qui ont acheté des produits similaires aux tiens, quels sont les autres produits qu'ils ont achetés, et donc te faire des recommandations qui sont très pertinentes. Donc dans mon cas ici, j'ai à la fois mes nœuds, donc là j'ai des utilisateurs par exemple, mais je pourrais avoir des groupes ou d'autres types de nœuds, et ensuite je stocke les relations entre ces nœuds. Donc ça ici, ça signifie que mon utilisateur numéro 1 a une relation de type ami avec mon utilisateur numéro 2. Donc je peux stocker tous mes utilisateurs ici, et je peux stocker toutes les relations, lui il est ami avec lui il aime pas lui il est dans tel groupe, etc. Donc là, pour comprendre pourquoi est-ce qu'une base de données de graph, c'est plus efficace qu'une base de données SQL par exemple, on peut faire l'exemple avec une base de données SQL, où on stockerait ça dans une table avec from, relation et ID, normal. On va même, pour optimiser, avoir directement un index, qui va nous dire directement où sont les relations pour l'utilisateur numéro 1, où sont les relations pour l'utilisateur numéro 2, etc. Si on voudrait savoir par exemple quels sont les amis de mes amis, par exemple on est sur Facebook, on est sur LinkedIn, et qu'on est nous l'utilisateur numéro 1, il faudrait passer à travers toutes les lignes où on a l'utilisateur numéro 1, donc là tranquille, j'ai mon index, donc je peux aller directement à la ligne 1, à la ligne 3, à la ligne 6 et à la ligne 10. Maintenant je récupère toutes ces informations là, donc il faut que je filtre avec juste les relations qui sont de type ami avec. Donc parmi ces 4 lignes que je récupère, en fait il faut vraiment que je garde juste celle-là et celle-là, parce que les autres c'est pas les bonnes relations. Maintenant que j'ai récupéré ces informations, il faut que je récupère l'ID numéro 2, l'ID numéro 4, qui sont ma liste d'amis de premier degré, et il faut que je répète l'opération pour chacun de mes amis
de premier degré pour avoir mes amis de second degré, les amis de mes amis. Donc il faut que je retourne dans ma base de données, tout en gardant ma première liste, et donc en gros, savoir qui sont les amis de l'utilisateur numéro 2. Donc on a la ligne 2, on a la ligne 5, on a la ligne 11 et 17. Et pareil, il faut refiltrer, parce qu'en fait, il y a juste la 2 et la 5 qui comptent, donc en fait, il faut que je mette de côté 3 et 5. Donc moi, j'étais ami avec 2 et avec 3, 2 est ami avec 3 et avec 5, et 3 est ami avec 5. Donc ça veut dire que ma liste d'amis d'amis, en fait, c'est juste 5, techniquement. Mais il a fallu que je passe à travers toutes ces étapes-là, et que je passe à travers la boucle de parmi tous mes amis, que je récupère toutes mes informations, etc., pour avoir cette liste des amis de mes amis. Donc, c'est faisable. C'est même pas si grave que ça, pas si hardcore que ça en termes de performance. Mais là, on a un exemple hyper simple, parce que j'ai que 2-3 amis, et chacun de mes amis ont 2-3 amis. Mais imaginons que je voudrais mes amis au 3e degré, c'est-à-dire les amis de mes amis de mes amis. Ce qu'on peut voir, par exemple, quand on voit sur LinkedIn, on voit le post de quelqu'un, et ça nous dit, bah, vous connaissez cette personne à travers un tel qui connaît un tel. Donc c'est-à-dire que cette personne, il faudrait qu'on regarde la liste de tous ses amis, s'ils sont dans des amis communs avec moi, et qu'ensuite, pour chacun des amis que tous les amis vont avoir, il faudrait qu'on regarde tous leurs amis, et parmi tous les amis de cette personne, voir si peut-être moi je suis dedans. Tu vois. Donc là, tu vois qu'en fait, on est dans une boucle d'une boucle d'une boucle, et ça, en programmation, c'est pas très bien en termes de performance. Ça fait que ça va prendre vraiment trop de temps. La différence, c'est que sous le capot, dans une base de données de graphes, chaque élément qu'on a ici, c'est en fait un pointeur direct vers l'espace mémoire ou l'espace disque, où est le nœud suivant. J'ai l'ami numéro 1 ici, qui est ami avec l'utilisateur numéro 2, et 2 lui-même est ami avec 3 et avec 5, et l'ami de mon ami, je sais que lui, il est ami avec l'ID numéro 5. Même si je l'ai là ici aussi, quand je vais traverser mon arbre, je peux avoir directement accès. Et quand je tombe sur mon zinc ici, et que lui, il a encore d'autres amis, ça sera exactement les mêmes autres amis que j'ai là, parce qu'en fait, ce 5 ici, c'est exactement la même chose. C'est physiquement au même endroit dans le disque dur. Donc si tu veux, l'équivalent, ça serait un petit peu comme si le 3, il arrive et il pointe vers le 5 ici, et le 5 pointe comme ça. Ce qui fait que d'un point de vue algorithmique, je ne suis pas dans une boucle d'une boucle d'une boucle d'une boucle, c'est plus linéaire comme façon de récupérer mes données, et donc c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Donc les bases de données de graphes, c'est quand même un petit peu un cas d'utilisation de niche, mais imaginons que moi je suis dans le turfu, je suis loin, tu vois, et que j'aimerais faire de l'AI, ou des moteurs de recherche, on va comprendre la relation. Il faudrait que j'utilise un autre type de base de données encore qui est très intéressant, qui sont les bases de données vectorielles. Et donc les bases de données vectorielles, encore une fois, c'est dans le nom, elles sont faites pour stocker des vecteurs. Et un vecteur, c'est quoi? C'est simplement une liste de nombres. Donc là, par exemple, le vecteur pour mon produit numéro 1, c'est le premier nombre, c'est 0,12, ensuite 0,98, donc c'est que des nombres qui sont entre 0 et 1. Mais ça pourrait être 74 000, ça peut être ce qu'on veut, quoi. Mais c'est simplement juste une liste de nombres. Et les bases de données vectorielles les plus populaires, ça serait Pinecone, Weaviate, ou Quadrant, même si techniquement il y a toujours un peu un overlap. Tu peux avoir par exemple des bases de données SQL comme Postgre qui peut stocker des vecteurs, mais globalement les bases de données les plus populaires dédiées au stockage de vecteurs, c'est ces trois-là. Donc là on se dit, ça ressemble un petit peu à une base de données SQL normale, ou peut-être même une DocumentDB, mais avec un tableau au milieu. La différence, c'est que avec ce type de base de données, ça va être très utile pour pouvoir faire des moteurs de recherche. Par exemple, si j'avais un autre type de base de données, où j'avais différents types de produits ici, imaginons qu'un des produits, c'est un bureau. Si quelqu'un va sur mon site et il cherche table, la chaîne de caractères table, elle n'a rien à voir avec la chaîne de caractères bureau. Donc du coup, ça va jamais marcher. Je vais jamais proposer un bureau. Alors que techniquement, si quelqu'un cherche une table, peut-être que je pourrais lui proposer un bureau, ça ferait quand même du sens. Et donc avec une base de données traditionnelle, je pourrais jamais avoir quelque chose qui me fait aller de table à bureau. C'est juste, il n'y a aucune relation. Encore parfois, tu as des moteurs de recherche où si tu écris talb, il peut trouver que si j'inverse certains caractères, ça correspond. Mais là, de table à bureau, il n'y a vraiment aucune relation. Ce qu'on pourrait faire à la place, c'est assigner un chiffre à chacun des mots, et ensuite on peut entraîner un modèle, entre guillemets, qui va aller regarder parmi plein d'exemples de texte,
la distance entre les mots. Donc imaginons qu'on a des valeurs entre 0 et 1000, et au départ, on met au hasard les mots. Donc on va dire que table, c'est 213, et que bureau, c'est 724. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment créer un modèle de langage comme ChatGPT. Mais en gros, on peut entraîner un modèle en lui donnant plein de textes, et le modèle, au bout d'un moment, il va remarquer que souvent, dans les phrases, quand on parle de bureau, on parle de table. C'est quand même assez fréquent que ça arrive, parce que c'est deux concepts qui sont rapprochés. Pendant sa phase d'entraînement, si on lui donne une phrase qui est par exemple « l'ordinateur est sur », imaginons que le modèle y réponde « la table ». Nous, ce qu'on voulait qu'il dise, c'est peut-être le bureau, mais le fait qu'il dise la table, c'est quand même proche. Alors que s'il avait dit l'ordinateur est sur le soleil, là, ça n'a aucune relation, c'est complètement faux. C'est comme ça qu'on va lui faire comprendre petit à petit, à force de l'entraîner, de lui donner plein d'exemples, que en fait, table, c'est beaucoup plus proche de bureau que ce qu'on pensait. En fait, au lieu d'être pas 213, mais peut-être c'est 225. Et c'est des sens qui sont très proches. Alors que soleil là, c'est 863, ça n'a aucune relation avec le concept de table ou de bureau. Et donc c'est comme ça, à force de l'entraîner, on va pouvoir modifier les valeurs de chacun des nombres pour pouvoir mettre les concepts qui vont ensemble, proches d'un point de vue numérique, et les concepts qui sont aucun rapport, loin d'un point de vue numérique. Et donc comme ça, la machine peut comprendre la distance, le rapport qu'il y a entre les mots. Donc là, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple en une dimension, avec un seul chiffre. Évidemment, ce serait ultra difficile de faire ça si on peut assigner qu'un seul chiffre à chaque mot. Mais imaginons qu'au lieu d'assigner un chiffre, j'assigne deux chiffres, donc en gros j'ai deux dimensions, là c'est plus facile. Peut-être que table et bureau, ils sont proches dans cette dimension, mais ils sont un petit peu moins proches dans cette autre dimension. Par contre, s'il y a un autre point ici, et que ce point-là c'est soleil, il est non seulement loin dans cette dimension, mais il est aussi loin dans cette dimension. Donc ça c'est pareil, c'est un exemple avec deux dimensions, mais en fait, quand on utilise des vecteurs en AI, on utilise des centaines ou des milliers de dimensions différentes. On peut vraiment avoir une très bonne nuance entre chaque mot, parce qu'il y a certains mots qui, dans un contexte, font du sens ensemble, et dans un autre contexte, n'ont aucun rapport. Donc le fait d'avoir plusieurs dimensions, ça permet d'avoir des mots proches dans certains cas, mais pas dans d'autres cas, etc., etc. Et donc, si on revient à mon exemple de moteur de recherche pour des produits, j'ai plein de produits qui sont à des endroits différents, à des vecteurs différents. Et quand je fais une recherche, et que je cherche table, et que table, ça va tomber par exemple ici, parce que c'est le vecteur qu'on a assigné à table, je vais pouvoir aller regarder, ok, qu'est-ce qui est autour de table. Mais j'ai pas forcément directement table dans ma base de données, mais par contre, j'ai un autre point ici qui correspond à bureau. Et donc, je vais pouvoir le répondre, ok, voilà un bureau. Et ça va faire qu'on a un moteur de recherche qui a l'air vraiment intelligent parce qu'on peut rentrer des choses qui sont pas exactement le mot-clé exact du produit, et ça répond quand même des résultats qui sont très pertinents. Et donc, une base de données vectorielle, c'est simplement une base de données qui est optimisée pour pouvoir stocker ces longues suites de chiffres, pour pouvoir aussi calculer les distances entre un point donné et les points qu'on a dans notre base de données. Et donc, c'est parfait si on fait un moteur de recherche textuel ou même via des images, et également si on utilise des modèles de langage ou des modèles de génération ou qui ont besoin eux aussi de stocker des vecteurs, et on peut le faire avec ces types de bases de données là. Si tu vas prendre un petit groupe avec moi des concepts similaires d'administration système, de DevOps, etc., je te laisse un petit lien dans la description. Et pour comprendre comment faire des architectures et des bases de données qui scalent, je te conseille d'aller voir cette vidéo.